Alors, je vous propose donc de rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que vous allez voir, en fait, le programme il est relativement dense pour cette présentation. J'ai 7 points que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Peut-être juste une très rapide introduction à ce qu'est le modèle de Palo Alto ou un très rapide rappel pour ceux qui le connaissent, bien entendu. Et puis ensuite, j'aborderai un premier point que j'ai intitulé « Pas de distinction entre coaching d'équipe et coaching d'organisation » avec la manière dont je procède. Le deuxième point, c'est un point qui me tient particulièrement à cœur et qui consacre un peu le changement de paradigme que représente l'approche de Palo Alto. Il s'agit de considérer donc l'entreprise ou l'organisation sur laquelle on travaille comme un système de communication et on va voir ensemble ce que cela veut dire et ce que cela va impliquer en termes d'intervention. Et puis ensuite, ça me semblait important de commencer aussi par le cadrage de l'intervention de coaching pour mettre en évidence qu'il s'agit pour nous de changer d'homéostasie en fait d'un système quand on accompagne des équipes ou des organisations. Et on va s'attacher à produire des changements, plutôt des changements de type 2. Je vous éclairerai un peu sur la différence entre les changements de type 1 et les changements de type 2. Et ensuite, on en viendra aux deux outils que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Un outil qu'on n'est pas très nombreux à pratiquer, même si je suis très content parce qu'il y a un ensemble, il y a de plus en plus de mes élèves qui s'y mettent au diagnostic interactionnel parce que c'est une épreuve. Sophie sera là pour nous apporter un témoignage. Alors voilà, c'est un exercice difficile mais passionnant et c'est vraiment une autre manière d'aider les organisations et les équipes. Donc je voudrais vous éclairer là-dessus sur toute la démarche que je suis. C'est un peu le cœur de ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Et puis un autre outil que j'ai appelé l'AMIB de Lucie, c'est Lucie Gill, en fait, qui est une consultante américaine qui a beaucoup travaillé avec l'approche de Palo Alto et qui nous avait partagé il y a une dizaine d'années une grille qu'elle avait conçue et que je trouve intéressant pour avoir un point de repère interactionnel sur le fonctionnement d'une équipe ou d'une organisation. Ça peut être un outil complémentaire intéressant. Voilà, et je terminerai mon propos par 4 règles d'or pour réussir un coaching d'équipe ou un coaching d'organisation selon la manière dont on intitule les choses et les demandes qui s'adressent à nous. Alors, juste, donc, l'approche de Palo Alto donc, s'appelle une approche systémique, interactionnelle et stratégique. Alors, interactionnelle parce que notre matière première pour travailler, pour accompagner les organisations comme les personnes, ça va être les interactions entre les éléments du système finalement. On va, et pas n'importe lesquelles de ces interactions, c'est les interactions qu'on appelle les tentatives de solution, parce que du point de vue de l'approche de Palo Alto, ce sont tout le temps ces interactions répétées qui alimentent inlassablement et malencontreusement, mais involontairement, en fait, un ensemble de difficultés dans le fonctionnement des organisations. Et donc, je vous ai partagé ce schéma pour illustrer ce premier point. Donc, imaginons un conflit entre Alain et Bruno. Alain occupe un poste dans une organisation. Bruno a été embauché pour le remplacer. Les relations se tendent entre eux. Et puis, finalement, dans cette situation interactionnelle, tout le monde est de bonne foi. Alain est prêt à accueillir Bruno si tant est que ça se passe au rythme auquel il le souhaiterait. Et Bruno est très impatient de pouvoir remplacer Alain et n'a de cesse de vouloir lui montrer qu'il est tout à fait compétent pour pouvoir prendre sa place. Seulement, d'un point de vue interactionnel, ce qui est important, c'est cette boucle qu'on voit ici à gauche et cette boucle qu'on voit ici à droite, qui est la boucle de décodage. En fait, on dit du point de vue de l'approche de Palo Alto que tout comportement a valeur de message, c'est-à-dire que quand Alain repousse, par exemple, les idées de projet qui sont proposées par Bruno, Bruno va décoder l'attitude et le comportement d'Alain et va le décoder d'une certaine manière. Par exemple, il pourrait se dire Alain ne comprend pas, il faut que je lui explique mieux quelles sont mes propositions, donc il va insister. Et donc son comportement va devenir une rétro-information pour Alain, c'est-à-dire qu'à son tour, Alain va décoder l'attitude et le comportement
de Bruno, et il va se dire, il veut ma peau, il me pousse dehors, etc., etc. Il faut que je me méfie, il faut que je contrôle la relation, et donc il va avoir tendance à freiner les élans de Bruno. Et donc, vous voyez, à partir de cette considération interactionnelle, savoir quelle est la cause du problème, qui est responsable de quoi, on s'en moque un peu. En tout cas, nous, on dit du point de vue de l'approche de Palo Alto que le problème, c'est la boucle interactionnelle. Et ce qui est très intéressant, parce que ça nous ouvre une marge de manœuvre considérable, parce qu'il suffit qu'il y ait un des deux protagonistes, une des deux parties, qui soit intéressée à changer la situation pour que la situation change, puisque on va aider cette personne-là à faire différemment dans l'interaction pour voir ce que cela produit comme effet et si ça change l'équilibre des choses, le fonctionnement du système à ce moment-là. Voilà un peu sur quoi repose le modèle de Palo Alto. Alors, je donne des formations autour de l'approche de Palo Alto, notamment dans le DU de coaching de Paris-Cergy, où on me dit, Olivier, il faut que tu te concentres sur le coaching d'équipe. Donc, pas de souci, je me concentre sur le coaching d'équipe. Mais en fait, moi, il y a des tas de distinctions que je ne fais pas dans mes accompagnements dans les entreprises. En fait, à chaque fois que j'interviens dans une entreprise, c'est toujours pour assouplir des relations qui se sont rigidifiées ou pour faciliter des transformations, faciliter des changements, qu'ils soient concentrés au niveau d'une équipe ou qu'ils soient sur un périmètre beaucoup plus large qui va concerner, par exemple, l'ensemble d'une organisation, l'ensemble d'une division, enfin des ensembles beaucoup plus vastes. Et en fait, dans la manière dont je vais procéder et ce que je vais vous partager aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de distinction entre ces notions coaching d'équipe, coaching d'organisation. Cette même approche fonctionne, quel que soit le périmètre du système, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, il est possible d'utiliser exactement la même démarche. Alors, un point qui me tient à cœur, enfin, qui est important du point de vue de l'approche de Palo Alto, c'est effectivement de considérer le système, l'entreprise, l'équipe ou l'organisation sur laquelle on intervient comme un système de communication. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de considérer l'entreprise ou l'organisation sur laquelle on intervient comme un système de communication? Ça veut dire que tant qu'il y aura des humains dans les entreprises, on pourra les considérer comme des systèmes de communication parce qu'on passe son temps les uns et les autres à échanger des informations, à interagir dans la banalité de notre quotidien et donc, comme je vous le montrais sur le premier schéma, à décoder en fait des comportements et les décodages que l'on fait des différents comportements influencent nos manières de réagir. Et donc, en fait, au-delà des règlements, au-delà des organisations qui existent, qui nous intéressent du point de vue de l'approche de Palo Alto, j'ai envie de dire, c'est le fonctionnement réel des organisations, c'est-à-dire le fonctionnement réel, chez moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fonctionnement dans la banalité d'un quotidien. Comment toutes les interactions entre les uns et les autres se règlent avec les règlements que l'on a, les décisions que l'on prend, etc., etc., les politiques qu'on déclare et puis les écarts qui existent entre les politiques qu'on déclare et les pratiques dans lesquelles on s'inscrit. Donc, on va se mettre dans une position d'observateur en fait pour pouvoir intervenir. Et en étant cet observateur-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de repérer ce que l'on va appeler des redondances interactionnelles qui vont nous renseigner finalement sur les règles à l'œuvre dans le fonctionnement de l'organisation. Pour vous prendre une image, imaginez que vous n'y connaissez rien aux échecs, au jeu des échecs, et donc, mais vous êtes observateur d'un certain nombre de parties d'échecs. Plus votre observation va durer, plus vous allez pouvoir comprendre en fait les règles de fonctionnement de ce jeu-là. Vous allez observer que les pions se déplacent d'une certaine manière, que les fous se déplacent plutôt en diagonale, les tours toujours à l'horizontale ou à la verticale, etc., etc. Bien entendu,
on n'arrivera pas, vous n'arriverez pas à attraper toutes les règles. Il faudrait observer beaucoup de parties, par exemple, pour observer ce que l'on appelle le rock. Mais on s'en sort bien avec un minimum d'observation pour pouvoir pour pouvoir comprendre comment les difficultés se posent et pouvoir avoir des idées sur comment aider le système à évoluer vers plus de souplesse dans son fonctionnement. Donc c'est à partir de cette considération-là, donc chez nous, il n'y a pas d'un côté l'organisation puis le reste. En fait, tout est une qualité émergente des interactions, ce qui nous ouvre une marge de manœuvre considérable parce que dès qu'on modifie les interactions, on va réussir à influencer l'évolution du système. Alors, point suivant. Hop. Je voulais commencer par le cadrage de la demande d'intervention. En fait, c'est rigolo parce que c'est un point qui m'est venu hier matin. En fait, ces 2 derniers jours, j'étais en intervention dans une entreprise où je formais des coachs internes. Et puis, en pensant à eux le matin, en me réveillant, je repensais à nos discussions la veille. Et eux m'avaient évoqué le fait qu'ils avaient des pratiques un petit peu de référence pour mener ce qu'ils appellent des coachings de performance. Et puis, ils trouvaient que l'approche de Palo Alto était peut-être intéressante pour pratiquer des coachings orientés résolution de problèmes, par exemple. Et c'est resté dans le creux de mon oreille. Et puis en me levant le matin, je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette différence-là, comment on pourrait faire, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre un coaching de performance et un coaching orienté résolution de problèmes. Parce que finalement, même quand on veut améliorer la performance d'une équipe, ça veut dire qu'il y a une situation présente qui n'est pas tout à fait satisfaisante, puisque tout d'un coup, on cherche à aller plus loin, on cherche à faire mieux. Et donc, je me suis dit, tiens, mais c'est un peu comme moi, quand j'interviens sur une situation un petit peu compliquée, il y a aussi une situation qui est insatisfaisante, et puis je vais essayer d'aider l'organisation à passer d'un point d'équilibre à un nouveau point d'équilibre. Je vais aider, c'est ce qu'on voit sur le schéma, je vous affiche là, l'organisation à passer d'un point d'homéostasie à un autre point d'homéostasie. Parce que d'un point de vue systémique, on dit que toutes les organisations ont besoin de s'équilibrer selon un certain nombre de règles de fonctionnement pour pouvoir fonctionner correctement. Et à chaque fois, finalement, qu'on intervient ou qu'on fait du changement, soit on intervient pour aider au rééquilibrage d'un équilibre, donc d'une hémostasie, soit on aide à passer d'une homéostasie à une autre homéostasie. Et c'est là où, finalement, les 2 outils que je vais vous présenter maintenant ont tout leur sens pour nous aider à réaliser ce travail. Alors, et donc, juste peut-être un éclairage complémentaire, quand on passe d'une homéostasie à une autre homéostasie, on est généralement dans la réalisation de ce que l'on appelle, du point de vue de l'approche de Palo Alto, les changements de type 2, parce que ce sont des changements qui impliquent une modification des règles de fonctionnement, alors des règles de la banalité du quotidien, j'ai envie de dire, du fonctionnement des équipes ou des organisations sur lesquelles on intervient. Et c'est très intéressant parce que souvent dans la conduite du changement dans les organisations, on arrive avec des fortes intentions, un fort discours, une envie très forte de pouvoir changer les choses. On a un degré d'ouverture au changement qui, au départ de l'action, est très élevé. Et puis finalement, avec le temps qui passe, eh bien, on voit décroître parce que on se confronte à des fortes résistances, justement de cette banalité du quotidien qu'on a beaucoup de mal à changer. Dans les changements de type 2, on va procéder un peu différemment. On va démarrer tout doucement, tranquillement, avec des premiers signes de changement. Et puis, on va essayer de créer finalement un effet boule de neige dans lequel les premiers succès vont en appeler des autres et on va essayer d'amplifier ça. Et donc, on va avoir une croissance exponentielle de l'évolution de la situation au fur et à mesure du passage du temps. Mais il ne faut simplement pas être pressé au départ. Je pourrais vous donner un exemple si vous voulez. Alors, ensuite... voilà, j'en arrive au diagnostic interactionnel. Donc, en fait, pour pouvoir connaître l'homéostasie d'un système, quand j'interviens collectivement
sur une équipe ou sur une organisation, je réalise ce que j'appelle un diagnostic interactionnel. De quoi s'agit-il en fait? Ce diagnostic interactionnel, en fait, c'est une démarche qui va consister à réaliser tout un ensemble d'entretiens auprès d'un échantillon représentatif de l'organisation et de découvrir à la faveur de ces entretiens les fameuses redondances interactionnelles qui m'éclairent sur les règles du jeu qui sont en place dans la banalité du fonctionnement du système sur lequel il s'agit d'intervenir. Donc en fait, ce qui va m'intéresser dans les entretiens que je vais mener, c'est pas véritablement des points de vue spécifiques, c'est pas la recherche d'une cause, c'est pas la recherche d'un problème, mais c'est la recherche de figures de style, j'ai envie de dire, de règles du jeu qui sont la plupart du temps implicites, mais qui s'imposent à tout le monde dans le fonctionnement de cette organisation. Donc, dans mes entretiens, je n'ai pas de grille spécifique d'entretien. Je demande aux personnes de me parler du déroulement de leur travail. Je leur demande de m'éclairer sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien et j'essaye d'obtenir ce que l'on va appeler des séquences interactionnelles, c'est-à-dire qu'à partir des difficultés qu'ils m'évoquent, moi ce qui m'intéresse, c'est que se passe-t-il après et comment les choses évoluent et comment tout ça se termine. Et donc j'essaye de produire un questionnement en boucle pour obtenir en fait une boucle interactionnelle. Donc premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien, xème entretien. Et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est pas tellement ce que chacun dit, que ce qui est répété par les différentes personnes que j'aurais pu interviewer au cours de cette première phase de mon intervention. Sur la base de cette information, je vais écrire un rapport qui comportera 3 parties. La première partie de mon rapport consiste à faire une reformulation de ce qui m'a été, de ce que j'ai entendu de manière récurrente dans les différents entretiens. Alors c'est très intéressant parce que ça me permet de valider avec les personnes concernées que j'ai bien compris le mode de fonctionnement dans lequel elles étaient prises. Et donc souvent, les personnes se reconnaissent dans cette reformulation-là. Il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de découverte extraordinaire, mais finalement, il y a quelque chose d'assez rassurant parce que mon propos est validé par les personnes concernées qui trouvent que j'ai bien relaté finalement leur position. Et puis vient la seconde partie du rapport qui correspond à l'analyse de la situation. Et dans cette analyse de la situation, quand je fais un diagnostic interactionnel, eh bien, ce que je cherche à faire, c'est de montrer que tout le monde a raison de se comporter comme il se comporte dans la situation. Je sais que c'est un peu inhabituel, mais c'est aussi ce qui marque la différence avec cette approche. Je ne cherche ni à désigner des coupables, ni à désigner des responsables. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment, involontairement, tout le monde se fait la courte échelle dans la situation. Et là, c'est très intéressant parce que comme les personnes se sont reconnues dans la première partie, finalement, elles sont très impliquées dans la seconde partie. Et souvent, les personnes me disent, bon, ok, on comprend qu'on est un petit peu co-responsable de ce qui se passe dans cette situation-là. Et là, c'est déjà une première victoire, c'est déjà un premier changement par rapport à la situation. La troisième partie de mon rapport va comporter quelques recommandations d'axes d'amélioration de la situation qui sont très soft, très généraux, parce que je ne veux pas me substituer aux personnes concernées pour transformer les choses. Donc, bon, souvent, il y a un point clé un peu qui revient et qui va nécessiter un positionnement, par exemple, de la direction. Donc, il y aura ce positionnement-là. Et après, l'idée, c'est de mettre au travail les personnes concernées et celles qui le souhaitent souvent. Sur la base d'un volontariat, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et pour cela, je vais rentrer dans la deuxième phase de mon accompagnement, qui est le séminaire proprement dit. Souvent, j'organise un séminaire court d'1 ou 2 journées, au cours duquel j'essaye d'enclencher un premier niveau de changement aussi avec les personnes concernées. Puis, je rentre dans la troisième phase, qui est la phase d'accompagnement, dans laquelle je propose entre 5 et 8 journées d'accompagnement, avec une particularité qui est, donc c'est un accompagnement qui va se dérouler sur 8 à 10 mois, par exemple,
Il est juste planifié une journée récurrente, par exemple, toutes les 6 semaines, comme si on faisait un coaching individuel, j'ai envie de dire. Mais la particularité, c'est que je me laisse le loisir pour ces journées-là d'intervenir soit individuellement, soit collectivement, selon l'évolution de la situation, selon les besoins des uns et des autres. Donc voilà en quelques mots le schéma que je suis pour cet accompagnement avec le diagnostic interactionnel. J'utilise, donc oui, je vous avais donné un exemple, bon voilà, d'une intervention que j'ai faite il y a quelque temps sur un comité de direction. Et donc là, je vous ai représenté une boucle interactionnelle qui s'était dégagée du diagnostic. C'était donc il y avait des difficultés entre on pourrait dire un directeur du comité de direction et ses proches collaborateurs du comité de direction. Et ils avaient au-dessus d'eux un homme politique qui leur donnait des directions dans lesquelles travailler, puisqu'on était dans un service d'une collectivité territoriale. Et donc, plus le directeur de service là-bas s'appelle un chef, pardon, les collaborateurs du directeur de service s'appellent des chefs de division là-bas, et plus les chefs de division étaient interpellés par l'homme politique, plus ils doutaient de la capacité de leur chef de service, ce que lui j'appelais le directeur, à les protéger des interpellations de l'homme politique. Et le décodage qu'il faisait, c'est l'homme politique nous met la pression alors qu'on préférait que le chef de service met la pression alors qu'on préférait qu'il filtre les demandes de l'homme politique, mais en même temps on répond directement à l'élu sans nécessairement mettre notre chef de service au courant. Et quand on prenait le point de vue du chef de service, qui voyait ses chefs de division interpellés par l'élu, il était soucieux de la qualité des réponses qu'ils allaient lui faire, donc il voulait absolument savoir un peu quelle était la forme de leurs réponses. Et donc lui, en intervenant aussi, il obtenait exactement l'inverse de ce qu'il cherchait, puisque plus il répondait, plus ses chefs de service répondaient directement à l'élu, plus il se disait je suis augmenté de mes contrôles, mais plus il augmentait ses contrôles, moins il responsabilisait finalement les membres de son équipe. Et dans cette situation, on a fait quelques recommandations qu'on va retrouver et qui sont très Palo Alto. Je leur ai recommandé de se fixer des objectifs de changement à minima au départ. J'ai stratégiquement plutôt choisi de faciliter des changements individuels plutôt que collectifs, ce qui m'a permis finalement après d'obtenir une dynamique collective beaucoup plus forte. Au cours des entretiens, j'ai apporté des conseils individuels à des personnes qui étaient en grande difficulté dans le fonctionnement de ce comité de direction parce qu'elles étaient en détresse. Et donc, c'était un peu comme un coaching individuel. Et ce n'est pas grave de mélanger les deux niveaux de coaching. C'était plutôt très utile à la situation. Et puis, j'ai eu une grande position qui est de freiner le changement pour mieux l'alimenter. Voilà, c'est ce qu'on faisait. Alors, les craintes de partialité, ça, c'était un conseil qu'on avait donné à la DRH qui était dans des difficultés avec ses collaborateurs du comité de direction parce qu'il mettait en cause toujours sa probité. Et donc, plus elle essayait de prouver qu'elle était irréprochable et plus il trouvait des failles parce qu'elle se fatiguait, elle commettait des erreurs. Donc, on l'a amené à inverser les choses, à exprimer ses craintes de partialité. Je vois que le terme figure en double. Pardon, ça m'avait échappé. Et puis, dernière recommandation, restez prudent. Ça participe de ce que l'on appelle, du point de vue de l'approche de Palo Alto, de la consolidation du changement. C'est-à-dire, en fait, on évite de se réjouir trop vite des changements, enfin on les accueille toujours avec beaucoup de bienveillance, mais on reste assez lucide pour pouvoir faciliter un ancrage plus profond de ces changements. Voilà en fait, en quelques mots, les lignes suivies dans cette intervention. Deuxième outil que j'utilise, donc je vous disais l'AMIB de Lucy Gill, cette consultante américaine qui a écrit un livre que je vous recommande de lire qui s'appelle « Comment travailler avec presque tout le monde ou presque n'importe qui ». Je mélange toujours les titres entre le français et l'anglais. Très intéressant pour découvrir l'approche de Palo Alto aussi, cet ouvrage. Et donc Lucy, en fait, a mis l'accent sur 6 dimensions comme étant les ingrédients d'un bon fonctionnement d'un système. La clarté concernant les buts de l'équipe, la clarté concernant le rôle
des membres de l'équipe, l'efficacité de la communication, la circulation de l'information, un regard sur les processus de décision, un regard sur les méthodes de travail, et puis un regard sur la confiance entre les uns et les autres. Et en fait, elle propose des sous-items en fait à chacune de ces dimensions, qui sont des questions assez fines qui sont posées, dont vous pouvez avoir un éclairage, parce que j'ai eu la joie de former Maxence Valbrou aussi, peut-être vous connaissez son site Bloculus, et j'ai vu qu'il avait fait un article aussi sur l'amib, donc je vous renvoie vers le site de Maxence pour plus de précision en fait sur le fonctionnement de l'amib, et donc où vous aurez le détail des questions en fait qui peuvent être posées à ce titre, au titre de ces 6 dimensions-là. Moi, j'utilise cet outil de 2 manières. On n'aime pas les approches normatives du point de vue de l'approche de Palo Alto. Néanmoins, cet outil a le mérite de donner quand même quelques points de repère sur le bon fonctionnement d'une équipe que j'ai trouvé extrêmement fin, extrêmement intéressant. Et donc, je vais utiliser cet outil de 2 manières. Soit je fais un petit sondage en fait avec Typeform par exemple, que j'utilise volontiers. Donc, je mets les questions et puis je fais répondre les membres de l'équipe aux différentes questions. Je prends des échelles de 1 à 5 et puis ensuite, Typeform me donne la synthèse de tout ce sondage-là. Synthèse à partir de laquelle je vais faire réfléchir et réagir l'équipe. J'ai utilisé ça avec des comités de direction, c'était extrêmement fructueux, ils ont trouvé plein d'idées sur des choses qu'ils pouvaient améliorer. C'était très intéressant aussi pour changer d'homéostasie dans le fonctionnement de ces équipes-là. Et puis, deuxième mode d'utilisation que je peux avoir, c'est un outil que j'ai utilisé assez souvent aussi dans la deuxième partie de mon diagnostic interactionnel quand j'analyse le fonctionnement d'une équipe. En fait, tout ce que j'ai entendu, sur la base de tout ce que sur la base de tout ce que j'entends au cours des entretiens, en fait, je prends position, moi, l'intervenant, sur ma perception de où en est l'équipe dans son fonctionnement sur ces 6 différentes dimensions. Et puis ensuite, je partage mon analyse. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de faire la bonne analyse. D'ailleurs, si je me trompe un peu, c'est toujours très bénéfique parce que ça permet aux personnes concernées de réagir beaucoup plus facilement et d'entamer de riches échanges et trouver de riches idées sur comment faire évoluer la situation à partir de ces 6 axes de travail. Donc voilà un autre éclairage sur la manière dont je peux utiliser cette amib. Bon, le nom n'est pas très joli, mais nous on l'aime, on trouvait que c'était sympa entre nous. Voilà, dernière chose que je voudrais partager avec vous dans mon exposé, je ne voulais pas prendre trop de temps pour laisser plus de temps pour les échanges. Je voudrais terminer peut-être sur 4 conseils que je peux partager avec vous, je partage régulièrement au travers des formations que je peux animer autour de l'approche de Palo Alto. Quand on fait du coaching d'équipe, j'ai envie de dire, on ne cherche pas à comprendre pourquoi les problèmes existent du point de vue de l'approche de Palo Alto, mais on va mettre une énergie forte à essayer d'obtenir les descriptions les plus fines de ce qui se passe et qui est difficile, inconfortable pour les uns et pour les autres dans la situation concernée. Plus on aura des descriptions qui ne ressembleront pas à des interprétations, mais qui seront assez factuelles, un peu comme si on avait une caméra sur l'épaule et qu'on était capable de filmer la scène et de diriger les acteurs pour pouvoir jouer la difficulté, plus on aura une matière précieuse pour travailler avec les équipes que l'on accompagne, parce que en fait, c'est assez déculpabilisant, finalement. C'est très descriptif, et à partir de cette description, on peut faire des tas de recadrages, on peut montrer comment tout le monde est de bonne foi.
Alors que finalement, quand on travaille avec des interprétations ou des causes, bah, chacun a un peu sa lecture qui est assez différente. Et c'est difficile d'obtenir un consensus qu'on obtient beaucoup plus facilement quand on va partager le diagnostic interactionnel au moment de sa restitution. Du point de vue de l'approche de Palo Alto, quand on fait du coaching d'équipe, on avance lentement pour aller vite, hein, je vous en parlais tout à l'heure. On essaye de concentrer les équipes auprès desquelles on intervient sur des premiers signes de changement qui en amènent des plus importants. J'ai eu l'occasion de travailler sur la ligne B du RER au niveau du centre de commandement unifié. J'ai fait un diagnostic interactionnel que j'ai restitué, ça a pris un certain temps. C'est normal, ça fait partie du jeu. On a pris son temps là aussi. Et puis après, on a monté des groupes de travail et puis sur la base du volontariat. Donc ça s'est enrichi petit à petit et on a commencé par des toutes petites choses qui laissaient peu imaginer qu'on améliorerait la qualité des relations au sein du centre de commandement unifié. Et pourtant, si le premier objectif était de faire exister un journal entre les uns et les autres afin de mieux se connaître, le deuxième objectif sur lequel ils ont travaillé, c'était de monter une réunion d'exploitation qui permettait d'examiner des faits saillants, positifs et plutôt contrariants qui s'étaient déroulés pendant la semaine, réunion qu'ils n'avaient jamais réussi à faire entre les trois pôles qui exploitaient, parce qu'il y avait toujours des absents, etc., et qui là se sont installés dans la durée. Et puis le troisième objectif sur lequel ils ont décidé de travailler, c'était de travailler à des objectifs en commun, ce qui était en fait quelque chose d'assez pas du tout évident au départ, parce que les contrats qu'ils signent avec leur autorité organisatrice sont des contrats qui sont basés sur des objectifs qui pourraient paraître contradictoires. Les uns sont évalués sur la ponctualité, pendant que les autres sont évalués sur la régularité, par exemple. C'est-à-dire, plus on mettra en ligne, mieux ça va pour l'objectif de régularité, plus les trains sont à l'heure, plus ça va pour l'objectif de ponctualité. Donc, quand c'est le bazar sur la ligne, pour remettre tous les trains à l'heure, il faut enlever des trains. Donc, ça n'arrange pas celui qui est évalué sur la régularité. Et pour être OK sur la régularité, il faut mettre tous les trains en ligne, ce qui met encore plus la pagaille dans les horaires. Donc là, ils se sont mis autour de la table pour essayer de trouver des axes de travail ensemble. Une manière de freiner, d'accompagner doucement le changement aussi, c'est un point très important dans ces accompagnements collectifs, c'est de travailler sur les inconvénients du changement plutôt que de chercher à convaincre, parce qu'en fait, ça c'est un peu la méthode traditionnelle avec laquelle on a tendance à agir. Traditionnellement, on a un projet de changement, on argumente, on contre-argumente, on argumente encore, etc., etc. Et plus on argumente, plus ça freine, et plus ça freine, et plus on argumente. Et là, on voit une jolie boucle interactionnelle qui se met en place entre les promoteurs du changement et ceux qui sont chargés de le mettre en œuvre. Du point de vue de l'approche de Palo Alto, on fait très différemment. En général, on explique, on vérifie la compréhension et ensuite on travaille sur les inconvénients du changement. Et dans l'équipe avec laquelle j'étais ces 2 derniers jours, il y avait une DRH qui était là et qui me disait « Olivier, j'ai pratiqué exactement ça avec les partenaires sociaux, c'était magnifique, ça s'est passé incroyablement, et en plus, il s'agissait vraiment de modifier les règles de fonctionnement, puisqu'en fait, elle n'allait plus être l'interlocutrice à un certain niveau, il y avait une réorganisation dans le groupe, et donc les partenaires sociaux avaient le sentiment d'être un peu rétrogradés dans la qualité des interlocuteurs auxquels ils allaient avoir accès, et elle a travaillé dans cette logique-là, et le changement est passé d'une manière extrêmement constructive. Voilà, et puis dernière recommandation, quand vous accompagnez du changement, n'oubliez pas de le consolider. Et donc, du point de vue de l'approche de Palo Alto, je vous rappelle, on pose 2 questions importantes du point de vue de la consolidation du changement. Qu'est-ce qui serait susceptible de ramener la situation en arrière? Comment on devrait s'y prendre concrètement pour revenir en arrière? Voilà, ce qui est une manière de responsabiliser les personnes. C'est une intervention que l'on fait pour ne pas passer sous silence ce que les uns et les autres sont capables de faire, une fois le séminaire passé, pour tout oublier, pour oublier le travail très fructueux qu'ils avaient fait autour des plans d'action, et puis se laisser envahir de nouveau par la banalité du quotidien. Je m'en arrêterai là pour aujourd'hui, et je vous propose qu'on passe plus à une phase de questions et réponses. Voilà.
enfin, je peux vous découvrir nombreux. Donc, allez-y, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez aussi noter des questions. Carole les fera, se fera votre interprète si nécessaire. Qui souhaite se lancer? Bonjour Olivier, Samuel. Donc j'ai eu le plaisir en fait de t'avoir eu comme enseignant de l'approche de Palo Alto. Oui, Et je c'est voulais moi. te poser une petite question. Oui. Euh, Comment ça se passe quand justement en fait c'est le dirigeant qu'on voit en fait être le nœud du problème et qu'on ne voit pas en fait se remettre en question? Parce que là on peut avoir en fait une mission en fait, c'est d'accompagner les équipes. Mais derrière, en fait, on se rend compte assez rapidement que le nœud du problème, il est plus lié à la tête Qu'aux équipes. qu'aux équipes, Mais c'est les équipes qui souffrent, c'est ça? évidemment. Oui, oui. Et après, c'est toujours pareil, c'est pyramidal. Et après, ça peut redescendre aussi. Voilà. Donc, du point de vue de l'approche de Palo Alto, Samuel, on va travailler de manière privilégiée avec l'équipe à ce moment-là. Hmm. C'est-à-dire que peut-être que l'équipe a déjà fait un certain nombre de choses qui n'ont pas fonctionné pour essayer de changer l'attitude et le comportement du dirigeant. D'accord? Et donc, il faut aider l'équipe à sortir de ces tentatives de solution à ce moment-là. D'accord. D'accord? Tu examines bien toutes leurs tentatives de solution, tu en déduis le thème, et puis après, tu pars en sens inverse par rapport au thème. D'accord? Et très souvent, dans ce genre de situation, il suffit de dire aux dirigeants qu'on a compris qu'il n'allait pas changer pour qu'ils se mettent à changer. Hein. Mais il faut le dire, en fait. Oui, bien explicité. D'accord. Voilà. Une autre question? Merci. Je t'en prie, Samuel. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Benoît. Oui, Benoît, vas-y. J'ai une question par rapport au diagnostic interactionnel dont vous avez Oui. parlé, Mhm. où vous commencez le diagnostic par des entretiens individuels. Exactement. Mhm. Donc, par rapport à l'introduction faite sur le fait que vous commenciez, l'approche de Palo Alto, c'est d'observer les redondances. Oui. Et je me demandais dans quelle mesure le fait de le faire via des interviews, qui Mhm. forcément vont être teintées de la vision du monde des interviewés, Oui. par rapport à une observation vraiment sur le terrain. Alors, Un merci. risque, voilà. Ouais. Merci, Benoît, pour votre question. Donc, moi aussi, au début, je rêvais de pouvoir faire des observations sur le terrain, mais les clients, ils ne veulent pas payer pour les observations sur le terrain. Et comme j'ai pas la chance d'être un universitaire, d'avoir mes travaux qui soient financés, c'est pas facile. Donc, au début, dans mes propositions, je proposais toujours un peu du temps pour des observations. Par exemple, je suis intervenue sur des conflits entre des équipes de soins et je voulais avoir le moment de passation des consignes pouvoir observer ce moment de passation entre des consignes entre les équipes. Et en fait, ça n'a pas été possible. Donc, mais en fait, ce dont je me suis rendu compte à la longue, c'est que j'ai déjà bien suffisamment d'informations que je recueille dans les entretiens pour donner un très grand coup de main par rapport à la situation. En fait, c'est incroyable parce que l'information qu'on obtient dans les entretiens nous permet de changer 3, 4 redondances clés dans le fonctionnement du système et c'est déjà largement suffisant pour une incroyable transformation de la situation. Donc, je propose plus de faire des observations maintenant et je me concentre. Alors, il y avait un deuxième aspect après dans votre question. Oui, mais comment, avec des points de vue individuels, on arrive à avoir une dynamique collective? Parce que tout le monde n'a pas le même point de vue dans l'équipe. Et donc, moi, je vais entendre ces différences de point de vue. Les uns disent ça, les autres disent ceci. Tiens, c'est marrant. Les uns me disent, ah oui, mais les autres là me posent un problème. Et les autres me disent, ah oui, mais cela aussi me pose un problème. Et là, je vais pouvoir commencer à dessiner des boucles interactionnelles. Justement, à partir de ces différences de propos vont m'éclairer justement sur l'existence de ces principaux
patterns, modèles, grands modèles de comportement dans le fonctionnement de l'organisation. Donc moi, la diversité enrichit en fait mon diagnostic, elle est tout à fait intéressante à intégrer. J'essaye au minimum d'avoir 3 personnes par point de vue, enfin, c'est-à-dire que je n'isole pas un point de vue spécifique, jamais, d'accord? Un point de vue, c'est toujours un point de vue récurrent, il faut au moins qu'il y ait 3 personnes qui aient évoqué la chose, quoi, pour que je puisse considérer que le point de vue soit récurrent. Merci. Oui, alors c'est Virginie. Oui, c'est Virginie. Bonjour Olivier. Bonjour Virginie. Quand on est dans un contexte de création d'équipe et qu'on nous demande de les accompagner justement dans la création de cette équipe, donc il n'y a pas vraiment de pattern, il n'y a pas, enfin peut-être pas. Est-ce qu'il y a du coup des précautions à prendre sur la manière de faire ce diagnostic, alors même qu'on est dans une équipe en création? Ben, je sais pas si ce serait l'objet de faire un diagnostic interactionnel à ce moment-là, ça dépend du contexte, mais si c'est une équipe qui est en création, elle n'est pas encore marquée par une histoire de vie, quoi, j'ai envie de dire, cette équipe en création. Donc, bon, ça vient vite quand même, les redondances. Oui, c'est ça, puis elle est marquée par quelque chose de plus grand que cette équipe. Alors voilà, arrive, mais... donc là, ça vaudrait le coup d'interroger ce qui est plus grand que l'équipe. Mais si c'est une équipe en création, il va falloir en fait l'amener à se projeter. Et là, il faut, enfin, du point de vue de l'approche interactionnelle, on travaille avec un registre un peu métaphorique. C'est-à-dire qu'on demande à l'équipe... Vous connaissez le photolangage, par exemple. Il y a d'autres techniques. On peut demander à l'équipe de se projeter sur un dessin et de dessiner un peu à quoi ça pourrait ressembler. Et ce qui serait intéressant, en fait, de faire, c'est de les questionner pour dire, OK, vous avez dessiné ça, on voit bien, voilà. Parce que souvent, on parle rôle et responsabilité, mais on interroge peu. On devrait leur dire, OK, comment ça pourrait se passer entre vous? Est-ce que vous auriez des exemples? Tiens, vous avez un problème, vous faites comment? Vous voyez, il faudrait essayer de les interroger sur des tranches de vie. Vous pourriez identifier des événements comme ça, et puis vous leur proposez les événements, et puis vous leur demandez d'imaginer comment ils pourraient réagir, qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils feraient ensuite, etc., etc. Et puis là, vous pourriez commencer à faire un travail sur des redondances interactionnelles, en fait, avec eux. Alors, je vois qu'il y a Nadia qui a levé la main. Bonjour à tous, merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Je rebondis sur une des phases que vous avez évoquées concernant votre diagnostic interactionnel, qui est la phase 2 du séminaire. Ouais. Vous êtes passé très vite dessus et j'aurais juste voulu savoir comment vous l'abordiez, parce que c'est vrai que souvent dans le modèle de Palo Alto, on a plutôt tendance, en tout cas de la manière dont moi je l'appréhende, à pas forcément réunir le collectif, voilà, à travailler de manière vraiment individuelle. Donc voilà, ça m'interrogeait en fait. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, la phase de séminaire, hein, ouais. C'est ça. Ouais. Alors, j'en profite pour donner une précision. Il y a un certain nombre de mes accompagnements collectifs dans lesquels je n'accompagne pas le collectif après avoir restitué le diagnostic interactionnel. La restitution du diagnostic interactionnel est largement suffisante pour transformer les choses. Et là, récemment, cette année, j'ai eu une mission qui s'est partagée entre la France et la Suisse, une difficulté relationnelle entre une DRH et une direction des finances, dans lesquelles on a pris position pour ne pas aller au-delà. On l'a fait exprès pour qu'eux travaillent plus, pour qu'eux se saisissent mieux du diagnostic interactionnel. Et j'ai rappelé le client, donc c'était un peu un pari risqué. Enfin non, on avait confiance dans ce qu'on faisait, mais c'est assez inhabituel quand même, j'ai envie de dire. Et j'ai rappelé le client la semaine dernière qui m'a dit « c'est nickel, le problème est vraiment pris en charge maintenant, ça va nettement mieux dans la relation entre les deux services. » D'accord, donc le séminaire, c'est la restitution. En fait, la restitution, ça vient.
Alors, la restitution, je peux la faire à l'occasion d'un séminaire. Si par exemple j'interviens sur un comité de direction, je peux faire la restitution à l'occasion avec ce comité de direction. Mais souvent, je peux avoir un premier temps de restitution et puis après je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait des conclusions de la restitution? Comment vous avez envie de travailler? Et par exemple, la situation que je vous ai présentée là très rapidement, hein, je m'en excuse, mais il y avait un certain nombre de difficultés qui avaient été évoquées, par exemple, ils n'étaient pas contents, ils avaient des réunions de concertation stratégique sur des problèmes très complexes, et ils trouvaient que ça allait pas, que le chef donnait jamais la parole, qu'il écoutait rien, etc., etc. Enfin, ils m'avaient évoqué tout un ensemble de raisons au cours des entretiens. Et donc, avec une méthode un peu traditionnelle, on pourrait essayer de comprendre pourquoi ça va passer en réunion. Nanana. Avec l'approche de Palo Alto, moi, j'ai fait très différemment. Je leur ai dit, écoutez, je ne comprends rien à cette histoire de fonctionnement défaillant de vos réunions de comités stratégiques. Alors, je vais faire comme Benoît le proposait tout à l'heure, on va faire une observation. Vous allez faire une réunion de comité stratégique devant moi au cours du séminaire. Donc, je leur ai dit, choisissez un sujet sur lequel vous êtes sûr de vous engueuler. Difficile, d'accord? Vous le préparez un peu, comme ça vous vous engueulerez bien devant moi, et puis moi je verrai comment, qu'est-ce qui n'a pas été, je pourrais vous donner des conseils appropriés, etc., etc. Sauf que si vous connaissez l'approche de Palo Alto, vous savez comme moi qu'on ne peut pas s'engueuler sur commande, ça ne marche pas. Et donc en fait, ils ont eu une discussion passionnante. Ils se sont hyper bien entendus à l'occasion de cette discussion-là. Et donc, ils se sont rendus compte d'eux-mêmes que s'ils modifiaient leur manière d'être en relation, eh ben, ils étaient tout à fait capables d'avoir des discussions fructueuses à l'intérieur du comité de direction. Donc, c'est vraiment une intervention paradoxale. Moi, je vais faire des interventions paradoxales au cours du séminaire. Je vais toujours aller dans le sens paradoxal et je vais repérer ces interventions stratégiques à partir des résultats du diagnostic interactionnel. Ok, merci beaucoup. Voilà, de rien. Alors, je vois pas tout le monde. Je regarde si d'autres ont la main levée. Non, pas sur la deuxième page. Et je me demandais, Carole, est-ce qu'il y avait des questions dans le fil des questions? Je n'ai pas regardé. Alors, oui, il y a une question de Fabienne. En termes de demande, est-ce que tu as des demandes de coaching d'équipe? Oui, moi, ça m'arrive, oui. Oui, ça m'arrive régulièrement. Ça m'arrive d'équipe ou d'organisation. Oui, ça, c'est très variable, en fait. Et quand j'ai en fait, quand j'ai une demande de coaching d'équipe, quand j'ai une demande, merci Fabienne, oui, pour la précision. Quand j'ai une demande de coaching d'équipe, soit la demande est claire, soit la demande est floue. Souvent, la demande est un peu floue et elle va nécessiter en fait tout un travail. C'est-à-dire, soit il y a une difficulté qui est clairement identifiée, soit comme une demande que j'ai eue, on m'a dit oh, c'est le bazar dans ce service-là. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et c'est là où, un peu systématiquement, je propose le diagnostic interactionnel. C'est vraiment l'outil qui me permet de faire connaissance avec les situations. En fait, je peux difficilement intervenir si je n'ai pas fait un diagnostic interactionnel. Parce que le diagnostic interactionnel va me permettre de repérer les problèmes, de pouvoir les décrire facilement, et puis le diagnostic interactionnel va me permettre d'évaluer qui pourrait être client pour un changement. Vous savez bien, du point de vue de l'approche de Palo Alto, on essaye de repérer des clients pour un changement, c'est-à-dire des personnes qu'on va pouvoir mobiliser pour faire différemment dans la situation. Eh bien, c'est souvent à la faveur de ce diagnostic interactionnel que je vais pouvoir les repérer. Abdelhakim, je vois que tu as une question. Oui. Bon, donc c'est dans la même, je dirais la même pensée de ce que vous venez de dire. Oui. Dans le cas où vous faites une analyse interactionnelle au sein d'une équipe et que vous émettez l'hypothèse qu'il y a une blessure profonde entre deux membres de l'équipe. Dans ce cas-là, quelle est la meilleure approche à suivre? Il faut mettre en place
Oui. Ça dépend de ce qui est dit pendant les entretiens. Mais si, comme vous le dites, il y a une blessure profonde entre deux membres de l'équipe, moi, je ne vais pas aller embarrasser l'équipe avec un travail auprès d'elle, alors que ça ne concerne que deux personnes dans cette situation. Et donc, je vais essayer de voir auprès des deux personnes quelle est celle qui souhaite le plus de changement dans la situation. Et parfois, il n'y en a qu'une seule sur les deux qui souhaite le plus de changement par rapport à la situation. Et donc, le coaching d'équipe, si la demande au départ, c'était une demande de coaching d'équipe, elle va finalement, au bout du compte, se traduire par un accompagnement individualisé de la personne qui souhaite le plus voir la situation changer. Je vais l'aider, je vais essayer de faire que la situation ne soit plus un problème pour elle, d'accord, en l'aidant à agir différemment vis-à-vis de cette situation, et ensuite, on verra s'il y a d'autres demandes. S'il y a d'autres demandes, je les traiterai, mais la plupart du temps, quand ça c'est résolu, il n'y a pas d'autres demandes. Et la situation a retrouvé une forme d'équilibre, en fait. D'accord ? Okay. Je ne m'oblige pas à travailler avec tout le monde. Alors, d'accord, merci. Avec plaisir. Je vois qu'il y a, je ne sais pas qui lève la main. C'est le 409-207. Sophie. C'était... Bonjour et merci Olivier pour cette présentation. Et dans la suite de ce que vous venez de dire là, et si les deux sont fortement intéressés par le changement, oui. On ne fait pas les deux en même temps, enfin on ne fait pas. Est-ce qu'il est conseillé de commencer déjà avec une des personnes parce que si on fait bouger tout le monde en même temps, est-ce que... Non. Si les deux ont fortement envie de voir la situation changer, vous êtes chanceuse. Et profitez-en, travaillez avec les deux. Avec les deux, d'accord. Oui. Pas avec les deux ensemble, avec les deux séparément. C'est comme si vous aviez deux accompagnements individuels à ce moment-là. D'accord ? Parce qu'en fait, comme le problème, ce n'est pas les personnes, du point de vue de l'approche de Palo Alto, le problème n'est jamais les personnes. Le problème, c'est toujours les boucles interactionnelles. C'est involontairement, les problèmes existent involontairement. Ouais. D'accord ? Parce que involontairement, les personnes s'y prennent comme des patates, je dis souvent. D'accord ? Personne ne le fait exprès. Personne ne veut. Oui. C'est pas vrai, ça. Et donc, si on a les deux qui sont motivés, le premier qui change fait changer l'interaction. Donc, on peut aller 2 fois plus vite, en fait. Si on a les deux sous la main, c'est d'autant mieux. Je pensais simplement, en fait, étant sorti un peu du système professionnel, je pensais à justement une difficulté de couple, où les deux ont vraiment envie que ça change. Alors, surtout les couples, je ne les vois jamais ensemble. Vraiment. C'est une catastrophe, parce qu'ils passent leur temps à s'engueuler devant moi. Pendant ce temps-là, j'attends. Je préfère les voir vraiment séparément. Voilà, donc les travailler conjointement, enfin voilà. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Oui, parce que j'aide chacun à résoudre son problème dans le fonctionnement du couple, en fait. D'accord, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et alors, je voulais faire une petite intervention parce qu'il y a je ne suis pas très commercial en fait. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais si ça vous intéresse, ceux qui ne sont pas encore formés à l'approche de Palo Alto, inscrivez-vous aux formations qu'on propose. Vous allez les voir sur le site du jardinier relationnel, en fait. Maintenant, il y a un niveau d'initiation en 6 jours. Pendant les 3 premiers jours, on travaille sur la découverte du modèle. Les 3 jours suivants, on travaille sur l'extrapolation du modèle à son utilisation dans un système plus vaste. Et donc là, c'est là où on travaille le diagnostic interactionnel d'une manière approfondie. Et puis, on propose maintenant avec Claude Duterme, mon compagnon d'aventure depuis une 20aine d'années, on intervient beaucoup ensemble, principalement chez nos clients dans l'intervention, mais aussi pour faire de la formation maintenant. On va aider, en fait, ce qui est central vraiment avec l'approche de Palo Alto, c'est toujours les entretiens, tout part des entretiens, en fait. Et le besoin de perfectionnement, il est surtout... En fait, on a plein de chances. Nous-mêmes,
on doit réaliser plein de changements quand on pratique l'approche de Palo Alto qui ne sont pas évidents du tout. Il y a des réflexes qu'on doit un peu désapprendre pour en acquérir de nouveaux. Par exemple, ce n'est pas facile de renoncer à poser des questions sur pourquoi le problème existe et se focaliser, de faire des efforts de focalisation sur une description. C'est vraiment super difficile en fait dans un premier temps. Et donc tout ça, même moi j'ai envie de dire 20 ans après, c'est encore quelque chose que je travaille dans mes entretiens. C'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir aussi à faire de la thérapie, parce que ça multiplie à chaque fois les occasions d'entretien. Donc nous, notre perfectionnement, il est vraiment centré sur l'affinement de la qualité avec laquelle on questionne quand on fait un questionnement type Palo Alto, que ce soit pour une intervention individuelle ou une intervention collective, tout part de là. Voilà, et c'est pour ça qu'on propose cette formation de 6 fois 2 jours. Donc, pour ceux qui sont... Alors, pour pouvoir accéder à la formation de 6 fois 2 jours, il faut d'abord avoir fait la formation des 6 premières journées. Mais s'il y a mes anciens élèves là qui veulent aller plus loin, allez-y, on remonte un groupe. Et alors, oui, et puis le dernier jour, c'est nous qui faisons la cuisine, parce que certains d'entre vous savent que je suis cuisinier, que Claude est aussi cuisinier. Et donc, à l'occasion de la dernière journée, on fait un repas pour tout le monde. Voilà. D'autres questions ? Oui. Oui, Abdelhakim. Oui, donc, y a-t-il des limites à cette approche ou pas? Oui, bien sûr. Et en plus, il y a des fois où ça rate. Hein. La plupart du temps, je réussis, mais on n'est pas... je pense on n'est pas à l'abri que l'intervention soit un échec. Ça ne m'est vraiment pas arrivé souvent, mais on peut pas l'écarter. Là, en fait, j'ai envie de répondre. La principale limite, ce qui est le plus difficile, en fait, souvent, c'est de bien faire la phase de clientélisation des personnes concernées pour un changement. Entre une demande et le fait que les gens se mobilisent pour changer des choses, c'est comme de la coupe aux lèvres. Parfois, la distance est grande. D'accord ? Et des fois, on peut un peu se casser les dents. On a eu une demande, mais on n'a pas réussi à mobiliser les personnes. Néanmoins, moi, j'ai eu une intervention il n'y a pas très longtemps dans laquelle je suis un petit peu déçue parce que les équipes, on est un peu dans un entre-deux. Je vais encore laisser passer du temps, c'est pas fini, mais pour l'instant, ceux que j'aurais aimé voir se mobiliser ne sont pas véritablement mobilisés, mais c'est normal, c'est lent parfois dans les organisations. Il faut que les choses se déroulent. Je suis un peu dans un entre-deux, là, en fait. Voilà, c'est ça qui peut... Voilà, la limite, c'est celle-là. Peut-être une autre limite, c'est il n'y a pas de méthode et de recette avec l'approche de Palo Alto. Donc, si les personnes n'ont pas vraiment un problème, ça va être difficile de les aider. D'accord ? Il peut y avoir de la déception de ce côté-là. Mais en revanche, si c'est vraiment la panique, si c'est vraiment la pagaille, si ça va vraiment mal, en général, ça marche super bien. Parce que là, on a vraiment des gens qui sont vraiment prêts à faire différemment. Parce qu'ils n'en peuvent plus de la situation, quoi. Donc, c'est plus facile pour les aider, paradoxalement, en fait. Okay. Merci. Rien ? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut dire alors que celui qui est vraiment client pour le changement, c'est celui qui se plaint le plus ou... Oui. Pour le détecter, en fait. Oui, mais faites gaffe parce qu'il y a des plaignants professionnels. Hein. D'accord. Ils vont vous faire croire vachement fort qu'ils vont s'y mettre, ils s'y mettent jamais. Mais c'est pas grave du point de vue de l'approche de Palo Alto. Mm-hmm. Quand des plaignants ne se sont pas mobilisés, on les blâme jamais. C'est une information pour nous. Et on se dit, ah ben tiens, il y a un truc qui n'a pas fonctionné, ok. Et on les remet au travail derrière en disant, mais c'est pas grave, qu'est-ce qui vous a empêché de faire ? D'accord. Éclairez-nous. Et plus on va leur poser cette question-là, plus on va les remettre au travail, finalement. D'accord ? Okay. Donc, il faut être patient, oui. tenace.
Merci. Olivier, j'ai une dernière question concernant, tu parlais de la clientélisation, qui est un stade important. Dans le cadre des collectifs, j'imagine que ça t'arrive d'intervenir sous contrainte, en revanche. Oui. Voilà. Et est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Quelle est ta pratique? Parce que c'est extrêmement compliqué, le sous contrainte. Enfin, voilà, c'est... Sous contrainte, donc ça, tu peux... j'explique alors ce que c'est sous contrainte. Pardon Nadia, j'allais te donner la parole pour expliquer. Donc le contraignant, en fait, sous contrainte, c'est-à-dire que les personnes ne souhaitent pas être là, par exemple. Hein, tu as un séminaire, puis on a décrété un séminaire, il n'y a personne qui veut venir, quoi, en fait, au séminaire, mais les personnes viennent au séminaire un peu contraints et forcés, quoi, en fait. C'est ça, Nadia, ça pourrait être un exemple comme ça? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, les gens ne veulent pas, ils n'ont pas envie. Donc, c'est important de respecter cette position-là. Du point de vue de l'approche de Palo Alto, on va respecter cette position-là et on va le dire en introduction du séminaire. Alors, si tu as le contraignant qui est là, mais c'est pas grave, enfin, on fait un boulot. En fait, on va faire un travail avec le contraignant. On va pas se laisser faire par le contraignant, on va pas se laisser mettre dans la panade par le contraignant qui nous dit « ils n'ont pas le choix, c'est comme ça, débrouillez-vous avec eux. Je veux qu'ils soient motivés à la sortie du séminaire. » Il y a tout un boulot à faire du côté du contraignant. On va dire aux contraignants, vous savez, moi, il m'arrive de rater des séminaires. Hein. D'accord ? Il faut pas laisser croire aux contraignants qu'on sait mieux faire que lui, qu'on va mieux réussir que lui à contraindre ceux qu'il n'arrive pas à contraindre. Et donc, on va le faire réfléchir. On va lui dire, oui, mais si mon séminaire loupe, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez réagir? D'accord? Et donc, c'est important, en fait, de faire travailler le contraignant sur les conséquences qu'il va mettre en œuvre si le séminaire ne donne pas de résultats. Alors, il a la possibilité, pas la possibilité. C'est intéressant, il y a déjà du boulot qui se fait de ce côté-là. Mais imaginons qu'il exprime clairement la contrainte. Moi, après, avec les personnes concernées que j'ai vu, que je comprends être sous contrainte, je leur dis, bon, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux vous donner comme aide par rapport à la contrainte? Peut-être vous avez déjà essayé de faire des choses vis-à-vis de la contrainte. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez essayé de faire. Et j'essaye de trouver avec eux, j'essaye de les clientéliser sur quelque chose qui permette de répondre à la contrainte, en fait. À ce moment-là. Ça va? Oui, c'est trouver un objet de clientélisation, voilà, qui permette à un Exactement. moment d'alimenter la contrainte qui a été posée, quoi. En t'appuyant sur la contrainte, il faut s'appuyer sur la contrainte pour pouvoir mieux les clientéliser à ce moment-là. Merci. Ok. Carole, je crois que tu as mis le lien vers les formations hein, dans la conversation, en fait. Oui, tout à fait. Il y a le lien vers ton catalogue, le lien vers ton site. Et puis, juste ce que j'aurais précisé également, c'est que comme tu es Calliope, ah oui. Depuis. J'ai pas encore l'habitude. Voilà, depuis. Bon, tu étais Datadocké avant, mais voilà, comme tu es Calliope, il y a aussi des moyens de financement via le CPF. Donc, ça, c'est tout nouveau pour les créateurs, repreneurs d'entreprises et les personnes en passe de le devenir. Et puis, bien sûr, toujours la possibilité de se tourner vers les OPCO. Donc, pas oublier, en plus, les OPCO, ce sont des budgets qui sont annuels et donc ils se perdent à la fin de l'année s'ils ne sont pas utilisés. Donc, il faut bien y penser. Voilà. OK. Bah, écoutez, merci à tous pour vos questions. J'espère que ça vous a éclairé et puis qu'on aura l'occasion de se retrouver. En tout cas, je vous souhaite un heureux week-end et puis continuer à prendre du plaisir à pratiquer l'approche de Palo Alto pour ceux qui sont déjà formés et puis pour les autres, n'hésitez surtout pas à vous former. C'est passionnant. Merci beaucoup. Au revoir à tous.